think it's time to start. J'ai l'impression qu'on va bientôt pouvoir commencer. Alors déjà, bonjour à tous et bonjour à toutes, et bonjour à nos amis qui nous regardent au travers d'Internet sur LinkedIn. Alors le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, c'est d'essayer de répondre à la question suivante. Ouvrez les guillemets. Which smart, safe and sustainable cities in 2040? Ce qu'on peut à peu près traduire par quelle ville intelligente, sécurisée et durable à l'horizon 2040. Alors, c'est un sujet qui est complexe et polymorphe. Alors, j'aime bien dire le mot polymorphe, tout de suite ça met un petit peu le niveau élevé. Alors, parce que c'est un sujet qui, soyons honnêtes, n'a pas toujours obtenu les résultats qui étaient escomptés. Mais la chance qu'on a, c'est qu'aujourd'hui on est le 9 juin. Et c'est le moment idéal pour déconfiner la réponse à cette question, qui est souvent un petit peu trop technocentrique. Et on va voir aujourd'hui comment on va aborder cette question au travers de facettes sociétales, de l'usage, de la sécurité, de l'entraînement des gens, etc. Alors, l'objectif, c'est de regarder à horizon 2040. Je ne sais pas si vos boules de cristal sont plus affûtées que les miennes. Moi, c'est un petit peu lointain pour 2040. En tout cas, on va faire tous notre mieux pour essayer de répondre à cette question dans déjà ce qui est mis en place au jour d'aujourd'hui et puis quelles sont les tendances que vous voyez à l'horizon. Alors, 4 intervenants de qualité internationale pour peupler ce panel. Je vais commencer par les dames. Marc, excusez-moi. Donc, à ma gauche, j'ai Christina Reinsalou, qui est programme directeur sur e-démocratie en Estonie. À ma gauche, Clorenta Janouchi, qui est Head of Unit à la National Authority for Electronic Certification and Cybersecurity, qui est plus ou moins l'équivalent de l'ANSSI en Albanie, et elle est également présidente de Women for Cyber en Albanie. À ma droite, Anne-Fanny. Anne-Fanny, vous êtes directrice générale adjointe en charge du développement économique dans notre bonne ville de Saint-Quentin en Yvelines. Et enfin, Marc Norlin, vous êtes cofondateur et CEO d'Ariane Next. Et donc tous les 4, on va essayer de répondre à cette question-là. Alors, peut-être d'abord vous permettre de vous présenter un petit peu plus chacun. Et je vais commencer par Anne. Dites-nous un petit peu plus ce que vous faites pour Saint-Quentin en Yvelines. Oui, bonjour à tous et très honoré de pouvoir intervenir au sein de la Paris Cyber Week avec y compris notre logo ainsi que celle de belles entreprises de Saint-Quentin en Yvelines qui sont juste au-dessus de nos têtes. Alors, donc moi je suis en charge du développement économique, ça veut dire de l'attractivité, du lien avec l'enseignement supérieur, du lien évidemment avec nos entreprises et nos filières, et puis plus récemment je pilote la stratégie Smart Territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Et comme vous le disiez, on va pouvoir aussi capitaliser sur toute cette première étape de Smart City pour l'orienter immédiatement vers des enjeux qui sont des enjeux de services et d'usage pour les territoires. Quelques mots sur Saint-Quentin en Yvelines. C'est une agglomération située dans l'ouest francilien. C'est le deuxième pôle économique de l'ouest francilien. Nous faisons partie du cluster, si on peut encore utiliser ce terme-là, du cluster Paris-Saclay, donc un des 8 domaines mondiaux d'excellence en matière de R&D. C'est plus de 15% de la recherche française qui est concentrée sur ce territoire. Et nous bénéficions d'un écosystème extrêmement riche en matière de R&D dans le secteur automobile, dans le secteur aéronautique, et puis aussi dans le secteur de la Smart City, donc, sur lequel je reviendrai un peu plus tard. Vous allez également accueillir une petite manifestation sportive dans les mois à venir, je crois. Alors, petite manifestation sportive, nous avions eu la chance il y a 3 ans maintenant d'accueillir la Ryder Cup. Et donc dans la perspective des JO de 2024, nous avons 4 sites olympiques, le golf national, le vélodrome, les épreuves de BMX qui se dérouleront sur la colline d'Elancourt, le point culminant de l'Île-de-France, et puis les épreuves aussi de VTT. Bien, belle perspective. Marc, dites-nous un petit peu plus ce que fait Ariane Next et ce que vous faites chez Ariane Next. Alors bonjour à tous, Ariane Next, c'est une société qu'on a créée avec mon associé en 2010, donc qui est assez jeune.
11 ans et qui est spécialisé dans la vérification d'identité à distance. Donc notre métier... L'identité numérique dont on parlera. Exactement. Donc la vérification d'identité à distance, et on est un acteur assez important dans l'identité numérique aussi. On est, pour la petite histoire, le seul fournisseur d'identité privée présent sur France Connect aujourd'hui. Et c'est une société de aujourd'hui 150 personnes, j'espère 250 à la fin de l'année, et qui croît rapidement. Mon petit doigt m'a dit que vous travaillez aussi pour France Connect. Alors, on ne travaille pas pour France Connect. Avec. On est présent dans la galaxie de fournisseurs d'identité de France Connect. Voilà. Bravo, Marc. Florenta, can you tell us a little more about the entity in which you are working in Albania? Thank you. First of all, thank you for having me. It is a real pleasure and a great honor to be here with such distinguished guests. It's always good to be back in Paris, and Paris Cyber Week was one more reason to come back in this beautiful city. As you mentioned, I work at the National Authority for Electronic Certification and Cybersecurity in Albania, which is a public body under the Prime Minister Authority in Albania, and whose mission is to guarantee and to raise the level of security in the cyber ecosystem in the national level. Moreover, I am also involved in the national initiative of Women for Cyber Albania chapter, which is a branch of Women for Cyber Foundation, and we are actively working during all the year to promote and encourage the participation of women and young girls in cybersecurity in this exciting domain. Just to make sure that it's clear for me, the National Authority for Electronic Certification is working on defining regulations in Albania, something like that? In defining regulations and standards on cybersecurity, and it also acts according to the law on cybersecurity, acts as the national CSIRT. So we are actively working towards securing the cyber ecosystem and critical information infrastructures. I'm counting on you to shed some light on this aspect of security, which is very, very key for smart cities. Thanks. Last but not least, Christina Reinsalu. Yes, Can you that's correct. explain us a little bit more what you're doing in Estonia? Hello, everybody. It's a pleasure to be here. Thank you, organizers, for such a great event. We can definitely congratulate right now, because it's a final panel, as you know. So really great event and nice to be here. Yes, I'm from Estonia, from Estonian E-Governance Academy, and we are a non-governmental organization. Our main mission is to create and share knowledge on e-governance, on all different aspects of e-governance. Cybersecurity is one of them, but I'm actually head of e-democracy program. So I'm dealing with softer side, if I can say so, around and in e-governance. So how technologies can support interaction between citizens and government, citizens and local governments, how they can amplify democratic practices, how technology can increase transparency and participation and fight against corruption and all those topics. So honestly, I'm not a technical person. I'm not so much into cybersecurity. I must be really honest in front of this audience, but I hope to bring this citizen perspective, and by the end, why we are developing this e-governance. This is for citizens, for really to opening up governance processes, and also citizens, I think, play a very important role in supporting governments and in securing or building up a secure and inclusive societies. Thank you. Thank you for this overall presentation. My first question, the real roundtable is starting now. So my first question would be for you, Christina. Not everyone is aware how Estonia has made tremendous efforts to build an e-democracy. Can you briefly remind us what you have been doing for the last 15 or 20 years? Yeah, as I said, this is basically what we do every day. We share those Estonian experiences and lessons learned, because our digital journey has been really rapid, because I mean it has been mentioned here several times, and probably I should not repeat so many aspects what we had in terms of e-governance, all these wonderful everyday
comfortable and user-friendly services available and very high penetration and nice infrastructure. But still, what is amazing is really how rapidly we did our digital journey and digital transformation. And I think there are many factors which have played really important role in this. And one is clear, of course, this was necessity. As you might know, we liberated ourselves. We started our state 30 years ago from scratch, zero. There was no, we liberated us from Soviet occupation, and there was no state, there was no analog state, but technologies were already available. So it really made sense to use all those technologies and build a digital society. I mean, not doing first the analog thing and then started to do digitally. We had very ambitious young government, which is also very important. Our first prime minister was 32 years old, if I'm not mistaken, and in previous panel it was mentioned curiosity. I think this also characterizes our first government and our, all government system, that out of curiosity our young government wanted to play with all those technologies. And somehow, so vision was very high. We wanted to catch up the rest of the world, and it has been understood that we need to do something differently. And technologies have been seen as enabler to do something differently. So it was necessity for innovating, for innovation and for being innovative. We have always very limited resources. We started from scratch, and we were a really poor country. And we understood that with limited resources, if we want to provide if we want to build a proper state system, provide all sorts of services with limited resources, with limited people, we do have 1.3 million. Again, I mean technologies. 1.3 million inhabitants in Estonia. In Estonia, in whole Estonia. So we need to do, again, we do not have luxury to have probably government offices or government sub-offices everywhere. So it makes sense to start providing digital services to reach out to all. So these were like high ambition, understanding in societies that we need to use all those technologies to make this big leap into the future. And also very smart, and having this already there, these very smart first decisions really to start computerizing the country and educate literally people from schools. The first ever digital project was Tiger Leap in Estonia. I mean, big project which I think was cornerstone of Estonian e-success, was about computerizing Estonian schools, connecting, and it was 1996, to connect all Estonian schools, be they so poor as it is, as it was, materialistically. Maybe the roof was leaking, but they were connected to the internet, secure connection, and teachers and kids were educated, literally. Digital skills were given. And then next big project was already look at the world to educate elderly people, literally, to educate and give them digital skills and awareness also what you can do with computer and other vulnerable groups everywhere in the countryside, and to give free internet access everywhere in libraries, even in the most remote places in the villages. So this, I think, is very crucial, because when I'm consulting other countries like Georgia, Ukraine, many countries who share the same past, historical and political, they start from fancy e-services, government e-services. But if people do not access, if they are not digitally skilled, I mean, it's waste of money. So I think that with high ambition, we also started with really good deeds, not just ambition was there, but also correct or focus was there and was correct and starting from the right angle, I would say. So you say that Estonia is a truly digital nation? Yes, I can. Yeah. High I can say penetration rate so. But we were, which is probably more amazing, that we were like this already more than 20 years ago. Yeah.
So rapid. We were, and maybe just final points that this made us also so well prepared for this current crisis. Actually, the project I was mentioning, this Tiger Lab, computerizing all schools, Tiger Leap, it also guaranteed that now all this distance learning and all that was not so shocking, not for our teachers, not for our parents, not for our kids, because one of the first e-services was also common e-school platform, which is functional already for 25 years, I assume. So all parents and kids and teachers are using this on everyday basis long time before COVID. So everybody was prepared to this crisis, although of course nobody would have liked to have this, but yes. Thank you, Christina. So let's switch back to France. So, Anne, alors, Smart Nation, Smart City, Smart Territoire, on ne sait plus très bien où sont les frontières. Vous êtes quand même en avance par rapport à d'autres projets qui ont eu moins peut-être d'impact que le vôtre. Est-ce que ça c'est lié à une stratégie qui est un petit peu plus ancrée dans les usages? Quelle est si vous voulez résumer, la stratégie Smart City de Saint-Quentin en Yvelines? Peut-être avant de parler de stratégie, d'expliquer effectivement le contexte, c'est important pour comprendre la rapidité de la transformation de l'Estonie. Mais sur Saint-Quentin-en-Yvelines, en fait, on a un contexte qui nous amène à être proactif par rapport aux enjeux de Smart et de Safe City. Premier élément, c'est que nous sommes une ville nouvelle et finalement, ces villes nouvelles, il y a 30 ans, c'était peut-être la première étape de la Smart City, puisque l'objectif, c'était d'offrir un haut niveau de service à la population, et donc les questions d'accessibilité, les questions de qualité de l'espace public, les questions de diversité des logements, la question évidemment aussi de la dynamique économique qui permet ce lien, cette proximité habitat-emploi. Voilà, les villes nouvelles, c'était peut-être déjà la notion, le concept de ville du quart d'heure. Et donc voilà, cette histoire est évidemment un élément important dans la façon dont on appréhende les questions de Smart City. Le deuxième élément qui est important pour nous, c'est que nous avons la chance finalement de baigner dans la Smart City, puisque tous les acteurs majeurs français sont implantés sur le territoire et en fait ils conçoivent là leur politique de Smart City. Je pense à Bouygues Construction, dont on a beaucoup parlé dans le développement de la Smart City. Je pense aussi à des acteurs comme JC Decaux, je pense à Aegis. L'ingénierie est évidemment extrêmement importante dans le développement de la Smart City. Je pense aussi à Colas, qui a son centre R&D et qui invente la route de demain. Et encore des initiatives nouvelles. Le Technocentre, très récemment, Lucas Di Meo a annoncé une évolution très importante du Technocentre qui est dédié à travailler sur le Technocentre de Renault, qui a récemment donc dédié notamment une équipe dans un des bâtiments qui a pour objectif de travailler dans un écosystème, puisque c'est un écosystème qui est défini avec Thales, avec Atos, avec Dassault Systèmes et avec ST Microelectronics, bref, de rassembler les compétences de l'automobile, les compétences de la défense et les compétences de l'aéronautique pour imaginer les solutions de mobilité de demain. Donc on a cet écosystème qui nous permet aussi d'avoir cette proximité avec la technologie, c'est un élément important. Le troisième élément, c'est que la stratégie globale de Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est une stratégie qui est fortement orientée autour du numérique. Vous avez beaucoup parlé d'éducation. C'est évidemment par là que tout commence. Et c'est un élément essentiel à la fois pour nous de pouvoir permettre une plus grande inclusion. La e-éducation a eu des impacts majeurs pour permettre d'autres types d'enseignements, pour permettre d'autres formats. Et puis, évidemment, ça a permis d'anticiper la crise que nous avons connue. Et d'avoir donc déjà une pratique qui s'est avérée extrêmement importante tant auprès du corps enseignant que des familles et évidemment que des élèves. Et puis le quatrième élément, on l'a signé tout à l'heure, c'est évidemment la perspective des JO 2024 et on sait que l'ensemble du monde industriel souhaite faire de ces JO la vitrine des savoir-faire français et que bien sûr les questions de Smart City, de Safe City sont au cœur de ces enjeux.
Alors après, notre stratégie, je dirais que la question de la smart et de la safe city, je te donnerai un terme en bon français qui est peut-être la ville sereine. C'est un élément majeur et clairement l'impact de la crise sanitaire, économique, sociologique que l'on connaît aujourd'hui renforce cette attente de nos citoyens sur cette ville sereine. Alors c'est quoi pour moi la ville sereine ? C'est une ville voilà, où on peut aller pratiquer son footing en ayant connaissance de la situation, de la qualité de l'air. C'est une ville où on peut aller dans les espaces publics en ayant des technologies qui nous permettent de réduire les agressions urbaines. C'est un élément et une attente prioritaire de la part de nos citoyens. Une ville sereine, c'est une ville qui permet une mobilité douce, aisée. Bref, une ville sereine, c'est une ville qui développe de nouveaux services qui font appel à ces technologies d'intelligence artificielle, de big data, on en parlera sans doute, hein, bien sûr d'analyse d'images, et puis bien sûr qui sait protéger les citoyens. Et donc la question de la cybersécurité est un élément majeur. Donc notre stratégie est plutôt sur cette question de la ville agréable à vivre et de la ville sereine. Et nous avons 4 piliers prioritaires. Le premier, c'est l'éducation, j'en ai parlé. Le deuxième, c'est la santé. Alors la santé, c'est évidemment la question de pouvoir offrir l'accès à la santé, l'accès à des spécialistes. Et nous avons la chance d'avoir au sein de notre université un formidable projet de e-santé, d'hôpital virtuel qui va permettre de déployer des cabines de télémédecine intelligentes. Nous avons évidemment tout un plan de développement de maisons médicales. Et puis la santé, c'est aussi aujourd'hui d'accélérer bien sûr la vaccination de nos habitants, de permettre aussi le retour facilité au travail. Et vous avez peut-être sans doute vu dans les images des grands centres de vaccination français le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines où on doit être aujourd'hui un peu en dessous de 200 000 vaccinations réalisées. Donc cet élément santé est un élément qui s'impose aujourd'hui dans les politiques de Smart City. La question évidemment de la mobilité, alors une ville nouvelle qui a été structurée autour de la voiture, comment on développe les mobilités douces, comment on développe de nouveaux services à la population. Et puis le quatrième pilier, c'est bien sûr celui de la sécurité. Et nous avons obtenu du ministère de l'Intérieur le fait d'avoir notamment dans la perspective de l'accueil des JO, mais aussi pour répondre à nos enjeux quotidiens de sécurité urbaine, un commissariat d'agglomération qui est un commissariat un peu particulier, parce que ce sera un commissariat du futur, au sens où nous travaillons main dans la main avec le ministère de l'Intérieur et évidemment avec la police nationale pour y déployer un certain nombre d'innovations et pour travailler au quotidien avec l'ensemble des forces de police pour leur permettre d'intégrer, d'anticiper ces évolutions et ces innovations. Alors, merci Yann. Marc, on vient d'entendre la ville sereine. J'aime bien ce terme-là, je vais le reprendre pour moi, parce que Smart City en français, ça se traduit pas bien. J'ai oublié de citer, je crois que c'est Alexandre Missoff qui a le premier lancé cette traduction de Safe City comme ville sereine. Ville sereine. Alors, pour que tout ça, ça marche, c'est-à-dire qu'il y a quand même des échanges de données, la fameuse data qui est le pétrole, l'or noir du XXIe siècle. Quels sont aujourd'hui, on est en 2021, Marc, quels sont les enjeux ou les défis auxquels doit faire face la Smart City de 2021 et comment ça va évoluer avec tout ce flux de données qu'on n'arrive pas forcément bien à gouverner? Alors oui, c'est déjà une vraie question et ça ne valait qu'en s'amplifiant. Aujourd'hui, pour réaliser toutes ces fonctions, je dirais pour fournir ces services aux citoyens, on collecte une quantité de données absolument incroyable. Et un des vrais enjeux, ça va être de collecter des données qui sont utiles pour rendre le service, pas plus, et surtout pas plus, et de faire en sorte qu'on arrive vraiment à les anonymiser. Aujourd'hui, l'anonymat d'une donnée, il est quand même très relatif. C'est-à-dire qu'il y a des études qui sont parues qui vous montrent qu'avec une demi-douzaine d'attributs sur vous, on sait qui vous êtes en fait. S'ils sont correctement choisis, on va arriver à vous retrouver dans la population sans grande difficulté.
On collecte trop de données Aujourd'hui, on collecte, oui, probablement beaucoup trop de données, on ne les agrège pas suffisamment. On s'en sert pour apprendre, pour faire apprendre des choses à des intelligences artificielles. On peut probablement les mâcher d'abord. Enfin, il y a des tas de travaux qui sont en cours qui sont absolument passionnants sur qu'est-ce qu'on doit garder. Est-ce qu'on ne peut pas les digérer d'abord pour en faire quelque chose qui soit vraiment inversible avant de les envoyer dans autre chose? Qu'est-ce qu'il faut qu'on conserve? Ça, c'est important. Quand on parle de smart grid, quand on parle de smart mobility, etc., on voit bien que est-ce que c'est utile de savoir tous les déplacements que vous avez faits comment est-ce qu'on peut vous anonymiser correctement? Si je sais tous les déplacements qu'a fait une personne, même s'il n'y a pas son nom attaché à la liste de ses déplacements, ça ne va pas être très long pour savoir qui c'est. Malgré tout, c'est l'utilisateur qui, trop souvent, donne en pâture ces données à l'usage de méchants intérêts privés ou peut-être d'oreilles indiscrètes. Alors, les intérêts privés ne sont pas toujours méchants, ils ne sont pas toujours mal intentionnés, ils peuvent être quelquefois que maladroits. Oui, je sais, c'est pratique, mais je veux dire, il ne faut pas avoir peur non plus tout le temps, il faut juste maîtriser ça. Et effectivement, un des gros enjeux, c'est d'éduquer les gens, de leur donner probablement le choix à un certain moment de débrancher quelque chose et de faire en sorte que les gens soient conscients de la liste des données qui sont collectées sur eux. Ils ne le sont pas aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a effectivement tous, parce que je ne m'exclus pas non plus du problème, hein, j'ai bien conscience d'être comme tout le monde, on accepte un certain nombre de choses ou on ne regarde pas un certain nombre de choses parce que de l'autre côté, le service est vraiment tellement pratique à utiliser que c'est... voilà, il y a un usage qui incite. L'usage va faire en sorte que vous n'allez pas regarder. Donc je pense qu'il va y avoir un gros enjeu, c'est ça, c'est la maîtrise de cette masse de données-là. Comment est-ce que les gens savent tout ce qu'on a collecté sur eux? Comment est-ce qu'ils le maîtrisent? Comment est-ce qu'ils décident à un moment donné que leurs données à eux, ils ne veulent pas qu'on les collecte? En tout cas pendant une période donnée, ou juste ils ne veulent pas qu'on les collecte parce que je pense que pour faire de la Smart City, on n'a pas besoin que tout le monde soit suivi. On peut se contenter d'un certain pourcentage de personnes. Je veux dire, c'est quand même beaucoup des histoires de statistiques et de comportements moyens. Et le deuxième enjeu, ça va être, à mon avis, un problème d'inclusion. Comment est-ce que dans une ville qui est complètement digitalisée, comme ça, on ne rejette pas une partie de la population, soit parce qu'elle est un peu réfractaire à ça, soit parce qu'elle n'arrive pas à... On parle de fracture numérique là, pour Alors, on peut parler de fracture numérique, ouais, des gens qui, soit à cause de leur âge, soit à cause d'autres caractéristiques, n'arrivent pas à utiliser ces services-là. Ou alors, on a une fracture numérique qui est assez importante aussi, avec tous les gens qui peuvent être des nouveaux arrivants. Les étrangers qui arrivent, des flux migratoires, etc., qui sont, je dirais, un peu complètement hors des systèmes, qui aujourd'hui peuvent accéder à des systèmes qui sont physiques parce que ça existe, mais qui vont avoir beaucoup de mal à accéder à des systèmes numériques quand ils n'ont pas de point d'entrée. Quand je dis pas de point d'entrée, pas d'identité numérique, pas de moyen de se connecter au service. Donc ça va être aussi un enjeu de savoir comment est-ce qu'on fait en sorte que cette ville sereine le soit effectivement pour tout le monde. Je pense que c'est un enjeu important. Alors Anne, j'étais un petit peu volontairement manichéen sur les grands méchants qui utilisent les données, mais vous faites de la Smart City, vous avez modifié les transports, donc la collectivité a peut-être utilisé à bon escient ces données pour modifier les trajets, changer les fréquences, donc c'est pas forcément pour le mal-être des citoyens, au contraire. Oui, je pense que dans la Smart City, il y a un premier volet, évidemment, qui est l'efficacité des politiques publiques et bien sûr le service rendu à l'usager. Et clairement, dans nos politiques publiques, c'est la transformation la plus radicale que connaissent aujourd'hui les collectivités locales, qui est de pouvoir adapter leurs politiques publiques et de pouvoir capitaliser en fait, sur cette capacité de mobiliser la data pour rendre les services urbains plus performants. Et je dirais que c'est un sujet et un enjeu particulier. On sait très bien qu'aujourd'hui, les services urbains pourraient être demain opérés par d'autres, même si
voilà, les échecs de Toronto ou autres ont montré les limites de services urbains opérés exclusivement par des acteurs privés. Mais cet enjeu est là. C'est de développer de nouveaux services urbains qui soient de qualité, qui soient efficients et puis qui coûtent moins cher, parce que ça a un impact direct sur nos impôts. Et la data est au cœur, évidemment, de tout cela, avec un rôle nouveau pour les collectivités locales, qui est un rôle de tiers de confiance, pour justement s'assurer que l'utilisation de ces datas soit dans un cadre sécurisé. Alors c'est un cadre qui doit être défini à l'échelle nationale, mais voilà, s'assurer que les données sont anonymes, s'assurer qu'on ne collecte pas plus que les informations dont on a besoin pour construire de nouvelles politiques de transport, pour construire de nouveaux services d'information, pour améliorer les sujets aussi liés à l'utilisation des commerces. Enfin, les sujets sont vraiment multiples. Mais je pense que les collectivités locales, dans cet enjeu de confiance numérique, peuvent être des acteurs clés qui accompagnent les politiques publiques nationales. So, Christine, Anne just spoke about some sustainability aspects of the politics they are doing in Saint-Quentin-en-Yvelines. Can you explain us how cities must face the Green Deal challenges right now? Yeah, I think that it has been mentioned that, well, data is very important, but I think that you also mentioned that, well, this trust of citizens or communities need to trust. I mean, I need to trust, of course, one thing, their data to the authorities, but also they need to trust that those decisions made by the authorities are also okay, are for everybody's benefit. And I think that here is exactly when this engagement or smart communication also, and using all those wonderful digital tools comes into the game, because really I think that because of my background, of course my background is media and communication, but I really believe that many unacceptance, or in many times unacceptance or refusal of making this behavioral change is not connected to the actions done by authorities, but the way they are communicated or miscommunicated or not communicated, the decisions and actions, they are not explained to citizens. And I think that in terms of, making digital transformation, or, I don't know, facing all those challenges of Green Deal, it is crucial, it is really important to explain all the background of decisions, to make citizens see the clear benefit of doing that. I have so many cases from my city, really practical cases when city government has really, they are thinking green, and they do their best. They close, for instance, one concrete road to the traffic and open like car-free avenue, which is nice thing. It is for artists and for everybody. But of course, you need to deal with all different opinions. You need to manage expectations of all different citizens group, because then you have taxi drivers and you have already problem. You have to communicate well which is biggest benefit, and you have to, of course, to solve the hottest problem for those groups who are suffering of this very nice decision. So I think that very much is dependent on really strategic communication and explanation and we'll come engagement. Back to that later, yeah, because this is the key point as well. Yeah. So, Clorenta, my fellows have been speaking lightly about data flow. And when you speak about data, of course, the security comes just behind. So, could you explain us what key achievements you've been doing in Albania regarding security? Of course, a very good question, thank you. I will start with the achievements of Women for Cyber Albania first, because it is an initiative that has been launched in less than 6 months,
And we are very proud of our results and the outcomes that have, of course, followed the roadmap of actions of Women for Cyber Foundation. In this 6 months, we have trained and raised capacities of at least 500 students in Albania, which means approximately 100 per month. And some of the students has been part of our mentorship cycles remotely first, and then we continued with the physical and in-person events. The others have participated in our capacity building events to exercise their cyber skills. In April, we have launched the first and the biggest Albanian Cyber Challenge, which was dedicated to raise their capacities and to educate them toward this exciting field and to show them the dimensions of cybersecurity. When I say them, not only the boys, but also the girls, because this is our focus, to be open and inclusive for girls, of course. And on the other side, regarding the achievements of the National Authority for Electronic Certification and Cybersecurity, last December, we have approved the first ever national strategy on cybersecurity. This is a big achievement because it wasn't easy at all to make all the decision makers aware of the necessity to have a national strategy on cybersecurity and to have real actions and activities towards protection of critical information infrastructures or child online protection, which is also one of the main pillars of the strategy, or to create long-term cooperative bridges with international actors, not only with the national ones. So on the other side, we are continuing with raising the capacities of the CSIRTs, the sectoral CSIRTs, which according to the legislation of in force have to be established in each of the critical information infrastructures which are approved with a decision of the Council of Ministers. So this kind of organic in the national level being under the Prime Minister authority has helped us a lot in moving and pushing things forward in terms of policies and procedures in the national level. Okay, so what is important in this Paris Cyber Week is that we share experience between various countries. It seems to me that now it's useless to work on its own, like a town, a region, country. We must think broader. So do you believe that the works you are doing in Albania could be used by some other country? Or are you working on higher level regulation authorities? All our internal procedures are based on best practices of the EU, of course. What we aim to achieve in short period time is to have a regional cooperative approach. So, of course, we have many initiatives that can be taken as best practices and good example by the other Western Balkan 6 economies. But being among EU best actors of the field is, of course, a goal to be achieved in the future. Ok, girl power. Anne, on parle de sécurité, donc ça fait partie des 4 piliers de votre stratégie. Vous avez évoqué tout à l'heure le commissariat de police du futur, ce qui est quand même bien parce que ça va permettre de piloter en live de nouvelles technologies ou de nouveaux usages. Qu'est-ce que vous avez déjà mené? Parce que quand on pense Smart City ou Safe City, on pense à des CCTV, des caméras de partout. Est-ce que vous êtes passé par cette phase-là? Est-ce que vous en êtes revenu? Qu'est-ce que vous avez mis en place? D'autant que vous êtes quand même sur un territoire un petit peu atypique. À Saint-Quentin-en-Yvelines, il y a des banlieues, des quartiers qu'on peut qualifier de difficiles. Comment vous gérez tout ça? Oui, alors, c'est vraiment un projet là, sur lequel nous travaillons dans la perspective de 2024. Mais bien évidemment, les technologies n'ont pas besoin d'attendre qu'un nouveau bâtiment soit construit pour être mis en place. Le premier sujet qui est devant nous, c'est celui de la coordination en fait, entre l'ensemble des acteurs de la sécurité. C'est un élément essentiel pour rendre nos villes sereines. C'est vraiment cette capacité à faire travailler ensemble police nationale, police municipale, mais aussi bien sûr l'ensemble des parties prenantes. Je pense à la sécurité privée, je pense aussi aux pompiers, on pense également à la question de la sécurité des gares. Et ces éléments-là, évidemment, les technologies permettent de faciliter le partage d'informations, permettent aussi de faciliter
les priorisations en termes d'intervention. Et donc c'est le premier chantier qui est pour nous essentiel, c'est ce travail en commun entre les acteurs. Et finalement, les technologies leur donnent cette capacité, mais le sujet, c'est d'emmener cette communauté d'acteurs à travailler ensemble. Donc il y a d'ores et déjà évidemment un certain nombre de briques technologiques qui sont développées, mais l'étape suivante, c'est vraiment de co-construire avec l'ensemble des parties prenantes. Alors Marc, moi j'aime bien mettre les pieds dans le plat. Vous êtes spécialiste de l'identité numérique, mais à quoi ça sert? On n'a pas déjà France Connect, Amélie, un numéro de sécurité sociale? À quoi ça sert ce que vous faites? Expliquez-moi, convainquez-moi, faites-moi rêver, Marc. Je vais essayer. Vous me mettrez une note à la fin. Et à quoi ça sert? Aujourd'hui, quand vous êtes un citoyen, un usager d'un service, c'est accéder à ce service-là en ligne, d'accord? Soit ça nécessite d'avoir un compte, soit vous utilisez France Connect, soit il y a énormément de moyens d'accéder à ce service-là. Il faut arriver à simplifier ça énormément pour les utilisateurs. Et ce que disait Anne est aussi très vrai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des systèmes d'identité numérique qui fonctionnent. Alors, on est un petit peu un pays en voie de développement en France sur ce sujet-là, mais il y a quand même des choses qui fonctionnent. Je dirais avec le niveau de sécurité minimal, mais ça fonctionne. Ce qui manque vraiment, c'est d'abord d'arriver à passer à un niveau de sécurité suffisant pour pouvoir effectuer des démarches en ligne qui soient des démarches un peu engageantes à la fois pour le service qui est contacté et pour le citoyen qui s'y connecte. Et ce qui manque aussi, et ça va être un vrai enjeu, c'est la connexion des sources de données. Je pense que ce que peut apporter le numérique, c'est pas se connecter sur un service pour récupérer son avis d'imposition, se connecter sur un autre service pour récupérer un justificatif de domicile, se connecter sur un troisième service pour récupérer un relevé d'identité bancaire et se connecter sur le quatrième service pour uploader tout ça parce qu'il vous l'a demandé. D'accord ? Ça, c'est la transformation numérique degré zéro où en fait on est juste en train de digitaliser des process papier qui sont déjà les mêmes, qui sont déjà existants. Et il faut à tout prix arriver à connecter les sources de données. Il faut arriver à tout prix à ce que le citoyen, l'utilisateur du service, il détienne sous son contrôle les informations qui sont les siennes, qui n'appartiennent à personne d'autre, d'accord, et qu'il soit capable d'en fournir à un service qui les demande juste la partie qui est nécessaire. Okay ? Vous pouvez parfaitement imaginer vous connecter sur un service de Saint-Quentin-en-Yvelines qui est en train d'organiser un sondage ou une pétition pour savoir s'il faut installer un abribus ici ou si est-ce qu'il faut le mettre 4 rues plus loin. On n'a pas besoin de savoir qui vous êtes. On a juste besoin de savoir que vous habitez bien dans la zone concernée. Donc, l'idée, c'est de transmettre. Vous avez toutes les informations qui vous concernent sous votre contrôle. Vous transmettez au service juste ce dont vous avez besoin. Donc, il n'y a pas de big data, de big base de données, big browser, qui serait la cible idéale des hackers. Ouais, aujourd'hui, dans les modèles d'identité numérique qui existent, on est plutôt encore majoritairement dans des systèmes de fédération d'identité. France Connect, ça peut être vu un petit peu comme ça. Donc, vous avez des services qui contiennent toutes les informations sur vous et vous donnez juste l'autorisation pour que ces informations-là soient transférées au service qui les a demandées. D'accord ? Le citoyen garde la propriété de ces informations. Il y a encore des grosses bases de données partout. D'accord ? Le progrès qu'on a fait, c'est que le citoyen il donne son accord et on fait confiance à France Connect. Donc on sait que France Connect ne transmettra les informations. Le fameux tiers de confiance. Exactement. Quand on a transféré les informations. Je pense que l'étape suivante, ce sera effectivement que le citoyen il ait ses informations sous son contrôle strict, dans son portefeuille, et qu'il les divulgue quand il veut, à qui il veut. Et ça, on n'aura du coup plus de base de données du tout. Et on sera plus serein, je dirais, en termes de confiance, en termes de risques portés par ces services-là, quand on aura réussi à décentraliser un petit peu tout ça. Laurenta, this is a topic typically for you because we are deep in the subject of handling private data. So you are deeply involved in security works. What makes the smart city different from other tends to have a global security in classical companies or firms? What makes a smart city issue different?
Today, we are able to access different applications from our palm of the hands through our smartphones. Today, it is not weird anymore to hear or to use the commercial flying cars, and this is all thanks to the Internet of Things, which I prefer to call Internet of Threats. I'll repeat that again, I like it. Okay, Internet of Threats. Internet of Things is not anymore Internet of Things. The acronym IoT stands for Internet of Threats. And this answers your question perfectly, because as Internet of Threats evolves, so are the hackers evolving. So what we can do as cybersecurity experts is to respond to their APTs with APS, which means with Advanced Persistent Security. And during last night dinner, one of my Estonian colleagues asked me, what does it take to have smart cities? And I frankly answered, it takes smart citizens, because it all starts with the citizens. It all starts with the user, and they are the weakest point of the security of each network and system. And it's the same thing with the smart citizens, smart solutions. We in Albania have different examples of implementing smart city solutions, starting from the application My Tirana. Tirana is the capital of Albania, which provides the users and the tourists the possibility to see the historical and all the other parts of our beautiful capital before arrival. I advise, by the way, everyone to download it. And go to Tirana. And go to Tirana, of course. And the model that we use in deploying this technology is by engaging the citizens and also by open data approach. All this together, having the government in one side and the citizen involvement in the other, make them more willing to use these applications and to be part and to get more involved in developing these new technologies. Christina, right moment to answer key questions. So, smart city needs smart citizens. I like it. How do you make sure that citizens will work with you? Do you ask them for feedback? Do you do some co-construction of services, whatever? So how do you make sure that the citizens will play the role you're expecting them to play? Yeah, indeed. Actually, the most activities what I do in Estonia, because I'm working also globally with other governments and local municipalities, but in Estonia, I mostly work with cities this way that really I advise them to use different co-creation models to co-create together with not just our individual citizens, but also all different communities and stakeholders. Not just co-create, co-create also services, but also, different strategies and, which by the end of the day should bring us to the, green cities and more sustainable and smart cities. So that engaging them from the scratch again, I mean, not just consulting the almost ready-made decisions, but yes, and there are all sorts of, I have found the best model for engaging is, and I think that Paris actually, which is well known for its participatory budgeting, and actually the model I'm using for consulting cities or advice to use the model is pretty similar to engage citizens, and it works in different areas for different purposes. It is first stage is that you really start collecting ideas from citizens, be the topic, new surveys or, really ideas. Please submit ideas how to solve this issue, or how do you want this public space to be rebuilt or something. So you collect feedback, you collect ideas, really, and I believe really that crowd is power and collective wisdom is something which brings us forward. And then next phase is also very important. You give them additional expertise. You engage experts, not from city government, but mostly outside. You engage in, if it's about public space, you engage landscape architects and engineers and artists if needed.
And then you really, because by the end you need to educate all the time. Other way, citizens. Other way, you are not getting smart citizens. And then next stage is that you deliberate together about those ideas. And this is when I would suggest not to do this only digitally. I mean, I think the traditional way, face-to-face deliberation is also what really brings actually better results. So all the rest can be done online, but this is needed. And you deliberate, you explain the impact of one or another decision, what is coming to happen if this idea would be implemented, and so on. So you create this collective wisdom, or you co-create or discuss those potential new services. And then next phase is you let citizens to vote on those, because by the end you need to trust, as you know, authority, citizens also, you need to trust this collective wisdom. And then you, of course, if it's binding result in best processes then you should implement this. And then so it's it usually works in different. In my city, we have very many good examples on how this type of engagement model has worked. So. Bon, Anne, pour le public français un peu plus senior, ça rappellera des termes anciens, la démocratie participative, hein, ça vous rappelle des souvenirs, ça. Qu'est-ce que vous faites à Saint-Quentin-en-Yvelines pour avoir l'engagement des citoyens et leur collaboration active? C'est sans doute l'un des défis les plus importants que j'ai sur mon bureau actuellement. Quand on lance une démarche Smart City, c'est évidemment la question de la concertation. J'ai peut-être un point de vue un peu iconoclaste sur le sujet. Allez-y, j'adore. Finalement, on a vu quand même beaucoup aussi de plateformes s'ouvrir en sollicitant l'avis des usagers. Et in fine, les résultats, c'est peut-être spécifique effectivement à la culture française, mais les résultats, c'est que 95% des propositions sont peu reprises. Et je dirais que dans notre démocratie, il y a des élections avec à chaque fois des programmes qui sont proposés. Et donc c'est le moment quand même où la démocratie s'exprime. Pour autant, il est extrêmement important évidemment que les services ne soient pas designés dans une tour d'ivoire et éloignés des usagers et des citoyens. Alors, à mon sens, il y a 3 éléments qui me paraissent absolument incontournables. Le premier élément, on l'a dit, il faut le redire, c'est la question de l'éducation. C'est-à-dire donner la capacité aux citoyens d'être acteurs de son identité numérique, d'être acteurs de ses services. Ça, c'est le premier élément. Et sur ces enjeux d'éducation, ça passe évidemment à tous les niveaux d'éducation. Et nous sommes extrêmement impliqués à Saint-Quentin-en-Yvelines pour informer, former nos jeunes élèves à qui justement on donne très tôt des outils numériques à ces challenges. Et puis on profite parfois de moments, par exemple l'été dernier, des vacances apprenantes pour lancer des summer camps pour non seulement découvrir des métiers, mais aussi comprendre les enjeux du numérique. Donc être acteur, l'éducation prioritaire et élément incontournable. Le deuxième élément, c'est bien sûr la nécessité de communiquer. Alors communiquer, ça nécessite pour nous aussi de sortir peut-être des formats de concertation. Vous avez sans doute tous à un moment donné assisté à une concertation publique. Je ne suis pas sûre non plus qu'on ait là les résultats, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout à fait sûr d'avoir l'ensemble des parties prenantes qui s'expriment. On a une organisation et je l'ai vécu récemment dans la mise en place d'un règlement local de publicité. On a une organisation qui est très structurée autour de différents lobbying aussi, hein, qui sont tout à fait pertinents, mais dont on ne peut pas s'assurer qu'ils représentent l'ensemble des citoyens. Donc les méthodes de concertation publique doivent évoluer, les outils numériques nous aident, et puis finalement à un moment, c'est aussi la capacité de dialogue de proximité qui est importante, et c'est vrai pour cela qu'on organise sur tous les sujets d'aménagement, sur tous les changements de la ville, énormément de balades urbaines, y compris en ce moment en visioconférence, mais voilà, de façon à ce qu'on puisse présenter nos projets et surtout expliquer, faire de la pédagogie. Le troisième point important aussi, c'est le test and learn. Alors en collectivité, c'est une démarche qui est
un peu nouvelle, c'est-à-dire que généralement on déploie un service tout de suite à l'échelle. Lorsqu'on introduit des technologies nouvelles qui justement posent question, quand on parle des capteurs, quand on parle de nouveaux services, il est important de pouvoir le faire sur une petite échelle autour de laquelle on va pouvoir plus facilement échanger avec les habitants, leur apporter des réponses très précises à quels vont être les services qui vont être développés. Récemment, par exemple, on a fait un certain nombre lancé un certain nombre d'innovations dans le domaine de l'éclairage public. Alors, je ne vais pas revenir sur l'aspect. L'objectif, c'était vraiment, dans un premier temps, de renforcer la sécurité des capteurs, mais en même temps, on en a profité pour pouvoir développer un capteur qui permettait de développer de nouveaux services. Et alors, très clairement, voilà, quand vous installez des capteurs, il y en a dans la salle qui se reconnaîtront, voilà, vous avez un mât qui apparaît de quelques mètres dans une résidence. Vous voyez qu'on accroche différents devices. Et là, tout de suite, il y a des questions qui se posent. Et c'est à ce moment-là qu'on est, je pense que dans notre objectif aussi de pédagogie, et puis de voir si, in fine, la question de l'évaluation des politiques publiques, c'est-à-dire, est-ce que, in fine, au bout de 6 mois, au bout de 1 an, les capteurs qu'on a mis en place ont vraiment permis de produire de la valeur ajoutée, moins de consommation évidemment électrique, ou une meilleure qualité de cet éclairage. Voilà, donc 3 volets pour moi: la partie éducation, sensibilisation, le volet nouveau format de concertation, et puis du test and learn. Marc, Anne vient de parler d'IoT un petit peu, du coup ça me donne l'idée d'une question pour vous qui serait digne d'une épreuve de philosophie au baccalauréat. Les objets connectés ont-ils besoin d'une identité numérique? Voilà, vous avez 4 heures. Enfin non, vous avez 3 minutes. Alors il y a plusieurs niveaux de réponse, hein. Mais oui, ils vont avoir besoin d'une identité numérique, d'accord, pas forcément celle de leur propriétaire, mais ils vont avoir besoin d'une identité numérique, ne serait-ce que pour pouvoir se connecter légitimement à des plateformes. Et ensuite, ce qui va être super important aussi, c'est que leur propriétaire, définitif ou temporaire, soit capable d'agir sur eux pour leur dire ce qu'ils ont le droit de faire et auprès de qui. D'accord ? Aujourd'hui, vous avez des tas d'objets connectés qui communiquent tout ce qu'ils veulent à qui ils veulent. Vous allez acheter un objet connecté vous-même, d'ailleurs, sauf si vous êtes vraiment curieux et que vous savez un petit peu comment faire, vous n'allez pas regarder ce qu'il envoie et à qui il l'envoie. Et ça, c'est un vrai... ça va aussi être un vrai enjeu, je pense, qui passera par de la régulation, parce que je ne vois pas comment est-ce qu'on peut faire ça autrement, mais de s'assurer que ces équipements-là, ils communiquent, ils sont correctement identifiés, on sait qui ils sont, et ils communiquent bien avec ce qui est prévu, ou avec les services ou les personnes à qui on donne le droit. Typiquement, vous allez avoir des systèmes d'IoT en santé, vous allez avoir envie temporairement de donner accès, enfin d'envoyer les informations de votre, je sais pas, tensiomètre ou appareil qui mesure je sais pas quoi, à un médecin ou un laboratoire pendant une durée donnée, puis ensuite de couper ça. Voilà. Et ça, il faut être capable de le faire de façon simple. Ouais. Mais à l'inverse, si j'ai une tondeuse à gazon connectée, c'est intéressant que cette tondeuse à gazon remonte des informations chez le fabricant pour la maintenance. C'est comme les brosses à dents connectées. Si vous pensez que c'est vraiment utile, on peut le faire. Je vais réfléchir. Il faut vraiment penser à ça. Mais il faut être sûr que c'est vraiment utile. On va revenir au point précédent, c'est bien de connecter des données, mais c'est pourquoi faire. Bien. Merci pour cette réponse, Marc. Clorenta, Anne just mentioned the importance of communicating to the right citizens. So you have this problem in Albania, how to communicate differently for young children, mid-children, higher persons. So what did you do? We have a long experience with raising awareness of different target groups of our society, but just to continue what our colleague was mentioning about the toothbrush connection as an Internet of Things subject. Actually, for us in Albania, during our awareness campaign, was a bit easy in the beginning to convince our target groups that now it is possible to make the toothbrush communicate in the same language with an air conditioner. So we began with that, and then after they were convinced that this
can be done. We then continued with our awareness campaigns also on digital literacy, on cyber hygiene, which is a very important topic for each of the categories, not only for decision makers, because still there are many decision makers who have been victims of phishing, and we do a lot of tests during our capacity building events. But even as Women for Cyber Albania, not only as a national authority for cybersecurity, we conduct annually and more frequently awareness raising campaigns. And since cybersecurity is a shared responsibility and we need to invest in raising the capabilities of the others in a no border society, as the internet is, we are of course investing in giving detailed and technical knowledge in our neighborhood countries, just to continue what I was mentioning about the regional approach before. Next week we are going, as Women for Cyber Albania, we are going to conduct the biggest challenge in Kosovo, which is Kosovo Cyber Challenge, dedicated to Kosovo students to educate them towards cybersecurity and to help them exercise their technical skills in different scenarios. Yeah. Thank you. Marc, tout à l'heure c'était prononcé le mot confiance, je reprends les mots de K dans le livre de la jungle, il y a confiance. Alors la confiance, ça se décrète pas. Qu'est-ce qui va permettre aux citoyens de s'engager parce qu'il a confiance? Oui, c'est effectivement, la confiance, ça ne se décrète pas. Il y a des gens qui a priori ont confiance, d'autres qui a priori n'ont absolument pas confiance. Il faut arriver à la prouver, la confiance, en tout cas à l'afficher correctement. C'est comme l'amour. Voilà. Et donc il faut des preuves de confiance. Et je pense que les agences comme l'ANSSI en Europe, ils ont un rôle extrêmement important à jouer là-dedans. La CNIL aussi, dans les avis qu'elle rend et dans les consultations qu'elle peut faire. C'est important d'avoir un garant quelque part, d'accord, qui a regardé ce qui se faisait et qui donne un coup de tampon. Ce qui manque encore un petit peu, à mon avis, c'est la conscience du grand public de ces niveaux de garantie-là. Aujourd'hui, l'ANSSI donne des qualifications, des certifications, des labels sur beaucoup d'équipements qui sont utilisés majoritairement par des entreprises. Il y a assez peu de choses qui sont utilisées par le grand public avec la connaissance d'un label de cybersécurité dessus. Je pense que ce serait quelque chose d'intéressant à essayer de lancer, à essayer en tout cas de promouvoir pour que les citoyens commencent à s'approprier ces niveaux de certification. On passe du Nutri-Score au Security Score. Oui, mais c'est honnêtement... ça parle au grand public. Ça parle au grand public et je pense que dans toutes les mesures qu'on peut prendre pour éduquer les citoyens à la protection de leur moi numérique, je pense que c'est pas mal. Qui commencent à prendre conscience que voilà, il y a des outils qui sont plutôt sûrs et des outils qui sont... on n'en sait rien. L'État a un rôle à jouer là-dedans ou ce sont des organismes indépendants qui doivent mettre en place ces labels? Non, je pense que... Je dirais que l'infrastructure, elle existe déjà. Je veux dire, en plus, on a une construction européenne qui est plutôt pas mal, avec quand ce n'est pas déjà en place, au moins des projets d'interopérabilité des certifications entre les différents pays européens. Donc, autant garder ça. Je veux dire, et je vois bien l'État comme rôle de garant. Moi, je suis toujours un petit peu plus dubitatif quand l'État veut être un acteur de tout. Mais en tout cas, l'État garant de tout, je pense que ça, c'est bien. Ah, donc on commence à arriver gentiment vers le fin de cette table ronde. Vous avez une expérience terrain de mise en place de solutions dans différents domaines d'activité. Si on voulait rapidement synthétiser, qu'est-ce qui a été le plus facile à faire et qu'est-ce qui a été le plus délicat à surmonter? Alors, dans notre cas, ce qui est le plus facile à faire, c'est quand même le volet technologique parce que, comme je le disais tout à l'heure, on bénéficie de cette proximité avec les industriels qui nous permet d'avoir rapidement des solutions de très bon niveau. Donc ça, ces solutions, elles sont intéressantes pour pouvoir expérimenter de façon concrète, d'identifier
la brique technologique, on a voilà, cette capacité, cette expertise autour de nous. Ce qui est plus compliqué dans le développement de politiques d'innovation et de smart city, c'est que justement il faut créer la confiance, et cette confiance elle doit être aussi amenée parce qu'on peut appeler les early adopters. C'est vraiment des moments extrêmement importants pour pouvoir démontrer, parce qu'à un moment voilà, il faut des preuves de l'efficacité, de la pertinence du service. Et ça prend du temps. Je reprends notre expérience en matière d'éducation. Le fait que à la fois chaque élève ait une tablette, mais au-delà de la question du device, c'est que l'ensemble des programmes scolaires, la façon d'enseigner a énormément évolué. Le fait de travailler en groupe, le fait de travailler à un bureau vélo dans un autre espace, le fait de travailler beaucoup sur la base d'utilisation de robots, tous ces éléments-là n'ont pu être possibles que parce qu'il y a eu un certain nombre d'enseignants qui ont été ces early adopters et qui ont permis que cette politique publique, cette priorité qui était donnée par les élus, se traduise de façon concrète et qu'on puisse en mesurer les résultats. Cette question de l'évaluation, elle est quand même essentielle. Donc demain, sur les questions de sécurité, l'enjeu, c'est bien sûr aussi d'impliquer l'ensemble des forces de police et de pouvoir travailler avec un certain nombre d'entre eux. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un commissariat du futur. C'est aussi toute la démarche, tout le process qui va nous amener à travailler, à sélectionner les sujets, les briques technologiques, les solutions avec l'ensemble des parties prenantes. Après, ce qui reste compliqué dans ce volet d'expérimentation, c'est quand même le cadre légal, sur lequel voilà, on n'a pas une capacité de pouvoir... alors, on n'a pas parlé ni de reconnaissance faciale, ni d'utilisation des images, etc., mais qui est quand même un élément important. Mais ça, cette capacité, pour justement permettre à tout le monde de progresser, cette capacité qu'ont les territoires de pouvoir adapter une politique publique à leurs enjeux spécifiques et de pouvoir après fournir l'ensemble des résultats à la communauté nationale. Et cette capacité d'expérimentation, il faut qu'elle soit accompagnée par un cadre légal, il faut qu'elle soit accompagnée par la CNIL, il faut qu'elle soit accompagnée aussi par le législateur, et c'est vraiment des éléments qui nous permettraient demain d'accélérer. Pas uniquement pour expérimenter dans notre coin, mais pour pouvoir faire avancer les politiques publiques et en confier les résultats à l'ensemble de la communauté. Similar question for you, Clorenta. So, in setting up a regulation, standards, whatever, what is the easiest part to do and what is the most difficult part to do? The Minister of Luxembourg in the yesterday event mentioned that some people or decision makers still think that cybersecurity is a product and it's something that they buy once and no need to invest. This is the approach that we are fighting in Albania between our national sisters in relation to the other sectoral sisters. In the moment, I'm leading the working group for identification of critical and important information infrastructures according to the regulation in force on cybersecurity in Albania, and it is very hard to convince the operators of critical information infrastructures that their systems may be a subject of attacks and that their data are valued. And You don't do penetration tests in Albania, something like that, to make sure that they are weak? we do, but we are starting with this kind of approach first before we go that far. That is the last step. If there is no other way to convince them, then of course. But I would say that following the best practices and following the EU and ENISA best practices has helped us a lot in convincing them and in implementing or at least transposing the legal framework. For example, the law on cybersecurity in Albania, which has been approved 3 years ago, was a partly transposal of the NIS directive, and we are working towards the NIS 2 directive to follow the best practices even in the relation of identification of critical information infrastructures and all the sectors that follows.
Christina, I would ask some kind of question similar. So you had so many successes in Estonia. What was the most difficult part to realize? It seems so easy when we hear you. What was difficult? No, yeah. I mean, actually, I mentioned that we were quite ready for this current crisis. So, and in a way, we were digitalized, and I mean, in some sectors, it went really smoothly. I mean, I mentioned e-school and all that, and in a way, we were quite advanced. At least we were thinking that we were quite advanced in e-health system as well before this current crisis started. But just recently, just few weeks ago, we just realized that now our systems technically were still not ready for this big interest and usage, because how it became obvious that when a few weeks ago, finally the state opened vaccination for everybody. I mean, without age limit. I mean, starting from 16 years old, but I mean, because before it was like by age groups, and it's probably the same everywhere. But when they once opened it, and we had properly and well-functioning patient portal or digital health portal, which we all used for, registering for your family doctor, I mean, for e-prescription or all sorts of e-health services. And it was never the problem that it was overloaded. But the same portal has been used for applying for free time for vaccination. But at the same time, people are using the same portal. I personally wanted to check the blood test results of my daughter, and I couldn't enter. I was on the same line with people who were applying for free time. So it was scandalous in Estonia, of course. How shameful! How can we allow something happening to digital state? And so it really shows that you need to update your systems. And probably this is, I mean, we were fortunate to have this digital state because, as I said, we started from scratch, and we were somehow fortunate to being able to build it. But now many systems are already outdated because we were so advanced at that time. So now many states probably have some systems much more modern. So yeah, we still have our weak points, and really we have to struggle hard to keep up, to keep going so well as we have done so far. So big challenge. Florenta, last question. This will be the last question for Mark, and after that, the title of the roundtable is "Which Cities in 2040?" How do you see things happen or evolve between now and 2040, or maybe nearer? This is a very challenging question. In my perspective, data is not just the new oil, is not just the new gold, but it's the new currency. So in 2040, I see data as the new currency. I see centralized databases and hyper-connected infrastructure that will revolutionize the way we live, the way we behave, and it's all a matter of time. Maybe it will happen sooner than 2040, but before Internet of Things become Internet of Threats, we should invest in improving the education, investing in awareness, and last but not least, having the commitment of the decision makers and the politics, because cybersecurity requires politic willingness. So. Même question pour vous, Marc. Je vous laisse sortir votre boule de cristal. Comment va évoluer le paysage des smart cities entre maintenant et 2040? Difficile question. Hein. C'est pour ça qu'on la garde pour la fin. Ouais, c'est ça. Et je pense que 2040, ça va arriver très vite, en fait. Et je dirais, et ça ne va pas être un problème technique. Si on a des problèmes, ce ne sera pas des problèmes techniques. Parce qu'on voit bien que la technologie, elle est là, elle avance très vite, elle. D'ailleurs, on fait n'importe quoi, on connecte des tondeuses, des brosses à dents, on fait des tas de trucs inutiles avec. Si on arrive à faire quelque chose de bien, ce sera de rendre la technique transparente pour les citoyens,
de faire en sorte que ce soit vraiment qui contrôlent leurs données, qui contrôlent ce qu'on sait sur eux, les traces qu'ils laissent, et que ce soit à peu près lisse, pour dire qu'on ait vraiment des services qui soient conçus complètement pour eux et qui soient conçus pour une utilisation la plus simple et transparente possible. Je pense que le vrai enjeu, ça va être ça, ça va être effectivement de monter dans un bus ou dans un métro sans mettre de ticket, juste en passant parce qu'il n'y a pas de problème, de faire en sorte que le flux de métro ou de transport en commun se régule automatiquement en fonction de la fréquentation et que ce soit sans qu'on sache où vous habitez et ce que vous avez fait dans la journée en permanence. Ça va vraiment être d'arriver à connecter, je dirais, tous les services qui fournissent de l'information qui vont permettre d'optimiser au maximum le rendement des services publics, qui vont permettre de les rendre le plus sûrs et efficaces possible, de façon complètement transparente. Mais ce ne sera pas facile. On a juste 19 ans. Donc, Alors Anne, de votre côté Saint-Quentin-Yvelines, il y a un objectif assez court terme qui est les JO 2024, mais la vie ne va pas s'arrêter en 2025. Comment est-ce que vous voyez l'évolution des choses dans les années qui suivront ? Alors, effectivement, question difficile, 2040, surtout quand on fait du développement économique et pas des politiques d'aménagement, et où l'enjeu, c'est évidemment de créer une dynamique et une attractivité. Mais ce qui paraît aujourd'hui déjà se dessiner, c'est qu'on a eu une première phase des Smart Cities très technologie push, et avec une question sur les usages qui se posait dans un second temps. Et que cette appréhension des Smart Cities est quand même plutôt derrière nous. Donc la question des services, la question de ce que l'on appelle dans notre jargon le territoire serviciel, est un élément qui me paraît majeur, effectivement, pour produire des services qui soient utiles. On voit souvent la Smart City comme étant plutôt un moment où le citoyen se renferme sur lui-même. Je pense que c'est tout le contraire. Récemment, EY publiait une étude sur le futur des métropoles, et finalement ils mettaient en avant trois concepts en disant que les métropoles qui allaient gagner en attractivité, c'était des métropoles viables, c'était des métropoles vivantes, c'était des métropoles qui donnaient justement cette capacité d'offrir en fait in fine de l'envie de vivre ensemble et de travailler donc sur une approche qui est plutôt une approche de communauté qu'une approche de citoyen individuel. Donc cette question du bien vivre ensemble, cette question de la ville sereine, je pense que c'est le challenge des Smart Cities, avec bien sûr derrière l'enjeu de l'efficacité des politiques publiques, parce qu'on est face aussi à des défis importants sur le plan financier, et qu'il faut qu'on puisse résoudre cette équation financière tout en maintenant, voire même en développant le niveau de service. Mais vraiment ce bien vivre ensemble, je pense que c'est l'enjeu des Smart Cities demain. Bien, mais l'heure est venue de laisser la parole au public et de prendre leurs questions. Alors, comme d'habitude, la première question étant toujours la plus difficile à poser, je propose qu'on ne la pose pas et qu'on commence directement par la deuxième question. Qui est difficile à venir aussi. Hein. Alors du coup, j'ai une question gratuite, hein, c'est mon jeu. Donc, Anne, vous êtes dans une collectivité locale, il y a des élections. Est-ce que ces moments de démocratie sont de nature à perturber ou pas une dynamique d'ensemble sur les Smart Cities? Parce que là, la vie change, les priorités évoluent. Est-ce que vous êtes sereine, pour reprendre un terme qui vous est cher? Ouais, je pense que la construction des politiques publiques locales est souvent basée sur du consensus très fort, parce qu'il faut avoir ce consensus pour emmener les habitants, il faut avoir ce consensus pour être attractif aussi, parce que être attractif, c'est attirer des entreprises et il faut leur offrir une stabilité en termes d'environnement. Et les principaux sujets et challenges que sont les nôtres, on a parlé d'éducation, on a parlé de confiance, on a parlé de qualité des services urbains.
à l'échelle d'un territoire, c'est quand même des sujets qui font globalement consensus, avec évidemment des priorités politiques qui, elles, sont très clairement issues des élections et de la volonté, évidemment, d'un maire, d'un président d'agglomération. Sur 50 ans de Yvelines, on est très engagé sur le numérique et c'est un axe défini, décidé et par le président de l'agglomération. De la même façon, lorsque on lance un vaccinodrome et qu'on sort de nos compétences habituelles, eh bien c'est sur la volonté du politique. Donc au contraire, la volonté du politique, c'est plutôt l'élément qui nous permet d'accélérer et d'améliorer nos politiques publiques. Bien, Christina, I didn't ask you what were your wishes for 2040 as far as e-governance is concerned, of course. Well, I can, very concrete question, so I can concretely think on my city. What I want, my city is second largest city in Estonia. It's not capital, it's start to, when I'm thinking on my city, how I want to see my city 2040s, and I think that, well, my city is on right path, because just recently I was thinking on how to guarantee, and especially connected to last question, that if political will changes, if political leadership changes, how to guarantee the sustainability of all this path. I think that just a week ago it has been done, but of course decision has been done earlier. My city decided to create a completely new department of placemaking. I mean, in Estonia it sounds a bit differently, but I mean, if I translate it, it's like placemaking department. It's all about public space, but it's all about, you know, green and safe and open space, because it connects. It is headed by former city architect, so absolutely non-political department, so to say. It engages urban planners, mobility expert is engaged, communication experts, IT experts, so really geographer and artists and designer. So it really starts focusing so much how to make this public space more livable, considering all different aspects we have been touched upon as well here. So I'm really looking forward very positively that this is really, I think, very important step already towards, because I saw that different departments, they had all very nice goals, but they were collaborating, of course, to some extent. But now I think that this has so much new power. So I'm really very optimistic if I'm concretely thinking on my city. And as my city is role model for other Estonian municipalities and cities, so I think that we are right on a track. So. Anne, du coup, on n'a pas évoqué ça. Sur l'engagement des citoyens, on a parlé tout à l'heure en galégeant de démocratie participative. Ce que dit Christina est intéressant aussi, parce qu'ils font confronter différents regards, des architectes, des sociologues, il y a tout un tas de métiers. Est-ce que vous aussi, quand vous mettez en place, ou vous avez l'idée de nouveaux services, vous faites appel à ces différents regards pour essayer d'avoir un consensus plus large? Oui, je pense que c'est extrêmement intéressant. Alors, au-delà de la question du construction du consensus, c'est aussi une façon d'explorer l'ensemble du champ des possibles et aussi d'avoir un regard extérieur, puisque voilà, on travaille sur nos territoires, on les vit, et cette capacité d'experts externes à apporter ce regard est extrêmement important. Si on prend l'exemple de start-up qui se créent des advisory boards, je pense que c'est des sujets, voilà, qu'on explore à 50 ans en Yvelines pour se dire sur nos principaux projets stratégiques de se constituer cet advisory board avec un certain nombre d'experts qui justement viennent de métiers différents. Ça, c'est extrêmement important parce que voilà, la fabrication de la ville, c'est vraiment pluridisciplinaire. Et donc d'avoir des regards évidemment d'aménageurs, de sociologues, des regards de citoyens, des regards d'élus évidemment. Mais cette question de se dire autour d'un... Et c'est peut-être comme ça qu'on peut faire la concertation, la co-construction. C'est se dire autour d'un projet, l'idée c'est moins de les mobiliser dans la phase de définition de ce projet que de les mobiliser une fois qu'on a déjà une première version déjà assez aboutie
et de voir avec eux les points à la fois d'amélioration, les points les complémentarités qu'ils peuvent nous apporter. Donc voilà, comme le fait d'être dans un réseau, le fait aussi par exemple de s'inscrire dans des projets européens et de se confronter aussi à d'autres réalités, à d'autres métropoles, c'est extrêmement enrichissant dans notre métier. Donc oui, ce comité d'experts est vraiment utile. Il y a une émulation entre différents projets Smart City en France. Est-ce que vous regardez ce que font vos petits camarades d'un œil envieux ou à l'inverse d'un œil... La question de la Smart City dans un territoire, c'est quand même d'abord et avant tout une question d'attractivité. Et quand on parle d'attractivité, bien sûr qu'on parle aussi de concurrence. Alors, on est toujours dans des phases de benchmarking avec un certain nombre de territoires français, mais aussi beaucoup et de plus en plus de territoires européens. C'est un élément vraiment nouveau, mais qui est extrêmement important pour voir justement dans ce futur des métropoles d'essayer d'avoir une grille d'indicateurs qui soit commune et de voir sur quoi les métropoles évoluent positivement et de comprendre aussi les facteurs clés de succès et les difficultés rencontrées. Donc oui, on est en benchmark permanent. Oui, il y a une forme de concurrence parce que derrière les politiques de Smart City, il y a des politiques d'attractivité, il y a des politiques d'image. Mais globalement, il me semble qu'on est quand même plutôt dans un échange assez constructif. Et est-ce qu'on apprend des erreurs des autres à ce moment-là? Il y a des projets de Smart City qui sont bien terminés, difficiles aujourd'hui. qui sont mal terminés. Enfin, je pense que ce qu'on a appris de ce que je disais tout à l'heure, ce qu'on a appris de la première phase de la Smart City, c'est que quand on est piloté par la technologie, déjà on a des budgets d'investissement qui sont quand même colossaux et qui d'ailleurs ne correspondent plus aux capacités financières des collectivités locales. Donc il y a un vrai sujet de business model. Et qu'on se pose ensuite la question des usages. Alors généralement les grands comptes s'appuient sur les startups pour trouver les usages, mais du coup c'est souvent des réponses qui sont parfois un peu fragmentées. Donc cette phase-là, cette première phase de la Smart City a été, je pense, extrêmement intéressante pour ceux qui, comme nous, partent dans leur stratégie un peu plus tard. On a fait beaucoup d'opérationnels et on part maintenant dans la stratégie. Bien, alors je ne vois pas parce que la salle est noire. Est-ce que notre ami Sébastien est dans les murs? Sébastien, peut-être quelqu'un est allé le chercher, parce que c'est lui qui doit nous faire le mot de conclusion. Donc ce serait bien qu'il soit là. Alors Sébastien. Bon, alors une petite question pour la route alors, Marc. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas embêté. On va l'attendre. Vas-y, oui. Bon, du coup, j'ai pas d'idée pour l'instant. Non, plus sérieusement. On a parlé de l'effet d'entraînement, de la nécessité d'avoir l'engagement des utilisateurs, et on a dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, ils étaient plus dans une phase de donner des données. Comment est-ce qu'on peut endiguer ça? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que le citoyen soit plus responsable de ce qu'il fait, qu'il s'engage en tant qu'acteur? Alors, je pense que si on reste cantonné au domaine de la Smart City, le fait de collecter les données avec raison, c'est pas tellement l'utilisateur qui va l'imposer. Il faut que ce soit les collectivités qui fassent le travail de réduire quand elles en font trop, ou quand elles mettent en place des nouvelles collectes de données, de faire en sorte que ce soit raisonné, raisonnable, minimisé au maximum et conserver les minimums de temps. C'est-à-dire qu'il y a des tas de méthodes pour quand vous récupérez plein de données. Il y en a que vous allez utiliser à des fins statistiques, à des fins d'optimisation, etc. Vous n'êtes pas obligé de garder des lignes individuelles, vous pouvez les agréger, repérer des comportements, garder juste la trace du comportement et ne pas garder les données indéfiniment comme ça pendant des années. Donc ça, je pense que ça devrait se faire naturellement. Si c'est bien surveillé, si les collectivités
et leurs partenaires technologiques sur ces solutions-là font bien leur travail, et ça va se réduire tout seul, ça, je pense. Mais ça va si on parle de collectivité, c'est la puissance publique, donc qui est au service du citoyen, a priori. Mais il y a d'autres consortiums qui sont plutôt privés, avec des intérêts qui ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est ça. Alors après, vous avez d'autres trucs qui touchent plutôt à la smart mobility, etc., et où on va récupérer énormément d'informations. C'est ça. Et je pense qu'il faut que les utilisateurs soient conscients de ça. Le premier truc, c'est sensibilisation, c'est de la sensibilisation à quelles traces vous laissez partout. D'accord ? Et à quoi ça sert, on ne le sait pas forcément, mais quelles traces vous laissez partout. D'accord ? Aujourd'hui, vous avez des services qui collectent votre position, par exemple. Vous ne savez pas à quoi ça sert. D'accord ? Enfin, vous ne savez même pas s'ils ne revendent pas cette information. Aujourd'hui, vous pouvez vous connecter à des plateformes, rentrer le numéro de téléphone de quelqu'un et demander où il est. En fait, la position, elle a été collectée par une application qui est un jeu, une application de tracking de course, qui revend votre proposition à des tiers pour gagner un petit peu d'argent. Donc il faut vraiment réduire enfin, il faut vraiment que les gens soient conscients de ce qu'ils diffusent. Et ensuite, ça passera probablement, moi je pense que ce serait bien qu'il y ait effectivement un label sur ces applications-là pour dire, ben voilà, elle se comporte comme ça. Cette application-là, elle est comme ça. Donc il y a des constructeurs qui commencent à le faire doucement, mais je pense que c'est difficile d'être jugé parti dans tous ces trucs-là. Et je pense que ce serait mieux si les agences gouvernementales européennes se chargeaient de noter les applications et dire, ben voilà, celle-là, c'est plutôt moyen. Celle-là, il faut mieux pas s'en servir. Et voir si, après, aujourd'hui, on le fait bien sur certains usages, à voir si après, on ne peut pas imposer des niveaux minimums de sécurité sur des applications pour certains usages. Aujourd'hui, si vous voulez opérer un service dans des conditions qui sont agréées par l'ANSSIM, vous avez une liste d'équipements, vous êtes obligé de passer par cela. Donc peut-être que sur certains usages, on pourrait imaginer que les applications, même à destination des citoyens, soient obligatoirement labellisées par un... On va terminer sur ce vœu d'avoir des applications grand public qui soient labellisées, puisque j'ai le plaisir de vous annoncer la présence de Sébastien Garnaud qui va venir nous faire le vœu de clôture. Sébastien, c'est juste le fondateur de la Cyber Task Force de Paris Cyber Week et président de Garnaud et Associés. Merci. Bonjour Sébastien, ou rebonjour plus exactement. Oui, rebonjour, merci. It's always a bit strange to be introduced in the event that I am organizing. Sorry for that, but I've followed your panel, and thank you for all your expertise. I'm switching to English because I know that on LinkedIn Live there is our colleagues from the EU that looking at, and probably Estonia that they are on the way back to Tallinn. I would like to warmly thank everyone, because there is no good event without good participant, good expert on panels, and of course we are very resilient, and we plan this event, this European event, during the lockdown, but we are quite confident because it's a question of risk. We are looking at the risk, we are reducing it, and then we show all together that we can deliver physical events with no risk for the personal safety, but also for our collective security. Of course, thanks to our partner, because without them there is no event at all, especially for the team. I would like to thank all the people who work with us, the technique, but also Maison de la Chimie, who did a very great job with all the COVID measures. And I would like to invite you for June 2022, because Paris Cyber Week is not an event, it's a rendezvous. And a rendezvous in Paris in June with all the EU leaders and of course the French leaders, because if we want to build trust in Europe, we must do it all together. Thank you very much and see you next year.